à notre quatrième soirée. Nous avons pensé qu'il était bien de faire une relecture, un résumé un peu plus dense aujourd'hui, puisque nous avons déjà vu beaucoup de choses ensemble. Notamment, la première soirée était consacrée à l'Europe, ses réussites, crises et défis. Marc et Eric nous l'ont animé. Et d'abord, Marc nous a présenté un résumé de l'histoire de la construction européenne et il nous a bien fait entendre que c'était une union basée sur l'intégration et l'interdépendance pour éliminer toute raison de se faire la guerre parmi les pays européens. Alors, même si aucun des grands chantiers européens n'est achevé, le niveau de vie en Europe a augmenté énormément. Ensuite, ils ont invité deux témoins pour nous parler de certaines des crises que traverse l'Europe et certains défis. Le premier, Frédéric Rottier, directeur du Centre AVEC, nous a parlé des crises sociales. Il a pointé les manquements et les divisions dans l'Europe d'aujourd'hui, notamment le manque de leadership. Il a aussi rappelé, comme Marc nous l'avait dit, que la construction européenne ne visait pas l'efficacité, mais plutôt la réconciliation et la pacification. Et jusque-là, on y est. Par contre, le niveau de vie qui a augmenté a induit un problème d'hyperconsommation et une certaine culture de la superficialité qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'arrêter pour discerner quels facteurs structurels sont mûrs pour un changement. Il nous a parlé du kairos, de ce moment favorable qu'il faut voir et saisir. Pour lui, nous vivons une transition, c'est-à-dire un déséquilibre qui cherche un changement, face auquel il y a trois attitudes possibles. Dire que c'est aux politiques de s'en charger, mais la plupart des citoyens européens sont largement dans la désillusion vis-à-vis du politique. Dire que les changements individuels suffisent, mais là, il y a un risque d'essoufflement tout seul dans son coin. Et plutôt essayer de travailler à changer notre milieu de vie en créant des cultures citoyennes qui relient, en travaillant dans des structures politiques de base, des syndicats, des mouvements citoyens, etc. Et l'essentiel, le point fondamental, c'est donc créer une culture commune qui permette une transition juste et bonne. Ça veut dire une transition qui donne envie, qui donne des raisons d'espérer, de se battre, positive, inspirante, visionnaire, solidaire, égalitaire, ressourçante, et qui sache utiliser de façon intelligente toutes les ressources, aussi bien de la tradition que de l'histoire, que la philo, les sciences. La deuxième invitée, Marcela Villalobos, nous a parlé des difficultés spécifiques des migrants, qu'elle appelle plutôt les exilés pendant la crise sanitaire. Et elle a pointé qu'on parle souvent des migrants en termes de défis et de tensions, mais jamais en termes d'opportunités, de richesses, de joie, de richesses qu'ils peuvent partager avec ceux qui sont déjà dans ce pays. Et donc, elle dit qu'il faut essayer de voir quels sont les biens communs que nous pouvons partager. Et pour cela, il faut passer du temps ensemble et créer un compagnonnage qui est plus facile à construire d'abord qu'une amitié pour laquelle il faut plus de temps. Et elle a conclu avec un mot du prophète Michée, qu'il faut pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu pour arriver donc à créer cette culture commune avec les nouveaux arrivants. À toi, Catherine. Donc, la soirée du 31 juillet, nous sommes donc arrêtés à Ce Faire prochain derrière des masques avec Anne, Marie-Dominique et Marco qui sont intervenus au cours de la soirée. La première intervention d'Anne nous a parlé du langage corporel, essentiel pour l'entrée en relation, et l'entrée en relation comme vraiment constitutive de notre humanité. Et donc, le visage, le fait d'être reconnu, c'est vraiment un élément clé au niveau anthropologique qui fait que ce n'est pas si simple de porter un masque. Et en même temps, il nous a invités à redécouvrir que le masque aussi peut être une marque de notre souci de l'autre et de notre souci, pour finir, de le protéger. Tout en nous invitant vraiment à chercher un langage corporel, à réinventer un langage corporel dans cette situation particulière que nous vivons, pour réinventer, pour signifier justement soutenir l'entraide, la coopération, la confiance, le bien-être, la joie.
La deuxième intervention avec Marie-Dominique, on s'est arrêté à l'éthique. L'éthique est une question qui se pose à tous et à chacun, quelle que soit sa croyance. Qu'as-tu fait de ton frère? Être prochain, c'est être capable de compassion. Et elle nous a parlé de Lévinas qui dit que s'émouvoir de la souffrance de l'autre, essayer de l'alléger, c'est peut-être la seule justification à la souffrance et c'est notre dignité d'homme. Du coup, voilà, c'est à partir de là qu'elle a développé cette dynamique de être prochain, c'est se faire prochain, pardon, c'est être responsable de la responsabilité de l'autre. Ce sur quoi Marco a continué à nous aider à réfléchir à partir des Écritures et de la parabole du bon Samaritain. Il nous a montré comment Jésus, lui, se fait proche du pharisien qui lui demande « Qui est mon prochain ?» Et en prenant le temps de raconter cette parabole du bon Samaritain, Jésus l'amène progressivement à reconnaître son aveuglement et à justement discerner entre le chemin vers la vie ou le chemin vers la mort. Et donc, en faisant ça, Jésus a assumé la responsabilité de l'autre. Et chacun des deux peut, suite à ça, continuer son chemin. Ensuite, nous avons pu voir toute une série d'initiatives créatives en temps de Covid pour marquer justement ce soin de l'autre. Comment être créatif pour prendre soin de l'autre. Et je laisse Marco nous parler de la troisième soirée. C'était la semaine passée et nous avons parlé de l'évangile et de la construction européenne aujourd'hui et demain. C'était animé par Catherine, Marc et moi-même. Et Marc a repris un peu donc, son cheval de bataille et nous a parlé de l'esprit des fondateurs de la construction européenne. On nous a dit que Schuman, Adenauer et De Gasperi, c'était quand même des chrétiens, des catholiques, mais dans leur rêve de construire une communauté européenne, les valeurs évangéliques étaient clairement sous-jacentes, mais à titre inspirant, non pas comme une tentative de reconstruction de ce qui avait été autrefois la chrétienté. Après cela, j'ai réfléchi avec vous à la façon dont le croyant peut participer à l'écriture de l'histoire. C'était en fait un panorama de la construction progressive de l'enseignement social de l'Église, en commençant par la création jusqu'à nos jours. Et nous avons vu les 4 principes majeurs de l'enseignement social de l'Église, c'est-à-dire la dignité de la personne, le bien commun, la subsidiarité et la participation. Et nous avons vu comment un élément de tension au fil des siècles dans la présence de l'humain dans l'histoire était lié à la compréhension de la mission du couple humain au sein de la création. Souvent, on a mis l'accent sur dominer, assujettisser, alors que Dieu nous invite aussi à être les gardiens de ce qu'il a créé. Et tout ça, ça nous mène jusqu'à nos jours, à l'encyclique Laudato Si du pape François, que Catherine nous a présenté, et qui fait un saut qualitatif et qui remet notamment le point sur la mission de l'humain au sein de la création. Dans sa lettre sur la sauvegarde de la maison commune, le pape François appelle à une conversion écologique qui demande un changement culturel à 3 niveaux. D'abord au niveau de la relation entre Dieu, l'homme et la nature, en nous rappelant que après le déluge, Dieu a fait alliance avec tous les êtres vivants, pas seulement les humains. Et cela doit nous conduire à créer une approche non plus anthropocentrique, l'humain au centre, mais biocentrique, mettre au centre le vivant et faire le lien entre la culture humaine et la nature. Deuxième point critique par rapport à notre culture moderne, c'est le paradigme technocratique qui veut que tout ce qui est possible soit permis. Eh bien non, il faut renverser cette logique et donner la priorité au principe de précaution. Et finalement, tout ça pour donner la priorité à la mise en relation, car l'être humain, homme et femme, a été créé à l'image de Dieu, un Dieu
qui est relation. Dans la suite, nous avons touché un certain nombre de cas concrets auxquels a appliqué un peu les critères que nous venions de voir ensemble. Donc, Catherine nous a présenté cette possibilité, cette théorie ou cette utopie du revenu universel que le pape François appelle de ses voeux dans sa lettre, notamment de Pâques au mouvement populaire. Et nous avons aussi proposé, mais comme application à faire chacun chez lui, de réfléchir à l'adoption de la 5G qui nous est proposée comme la nouvelle panacée. Alors, j'en profite pour vous dire un mot, même si on va encore peaufiner ça sur la dernière soirée. Donc, notre espérance, donc, qui sera vendredi prochain, notre espérance et notre implication. Vous voyez, nous vous proposons, bon, chacun à sa façon, si on a été à une soirée ou à plusieurs, ça c'est un peu à chacun de voir, de relire le parcours à partir de l'une ou l'autre de ces questions que vous voyez ici, autour de notre espérance, et qui sont les questions qui nous ont accompagnés de soirée en soirée, hein, autour de notre espérance, ces deux questions-là, en quoi l'Évangile peut-il contribuer à la reconstruction d'une Europe et d'un monde post-pandémie? Quelle espérance pour notre continent dans un monde en urgence de changement? Autour de notre implication, comment être des acteurs du projet européen en un moment si particulier? À quel monde, à quelle Europe nos actes, nos pensées, nos engagements vont-ils donner naissance? Ou plus faire une relecture autour de notre bilan personnel. Qu'est-ce qui, dans cette crise, va rendre mon humanité plus grande? Et donc, nous vous proposons de choisir une question et de reprendre ce qui vous a frappé dans le parcours autour de cette question, et on partagera autour de ça la semaine prochaine. Et maintenant, nous allons entamer la 4e soirée, et je laisse tout de suite la parole à Isabelle. Après ce récapitulatif des 3 premières séances, nous voici à la 4e, citoyens européens du jeu au nous. Alors nous avons choisi ce thème parce qu'il nous avait semblé être un véritable défi pour l'Europe. Enfin, un défi, celui de se détacher de notre je pour faire place à l'autre et pour arriver à dire nous, et un défi à plusieurs niveaux pour les États-nations au sein de l'Europe, se détacher du je national, et pour les citoyens, se détacher de leur je personnel, et puis s'ouvrir à plus large pour construire le nous. Alors nous allons nous servir du chemin déjà parcouru, mais je ne vais pas dire grand-chose de plus parce que vous venez d'entendre un magnifique résumé. Alors pour cette séance, nous vous proposons d'abord une introduction avec les enjeux de ce défi. Puis nous allons jeter un regard sur l'Europe avec un extrait d'une émission radio. Puis ensuite, nous passerons un regard au niveau des citoyens. Et on abordera successivement la santé, la culture et l'Eucharistie. Puis nous aurons un temps d'échange en petits groupes et nous terminerons par un temps de recueillement et peut-être quelques annonces ou des choses après. Voilà. Alors, pour cette introduction, enfin, je me suis servi de 2 documents que vous pourrez trouver sur le site dans leur version intégrale. Alors, une interview de Marco Niandi, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'Université catholique de Louvain, et puis d'un article de Johan Benizri, président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. Alors, à partir de quel je allons-nous aller vers le nous? Est-ce que ça sera à partir d'un je refermé sur lui-même, préoccupé de ses intérêts, ou un je conscient de son unicité, mais aussi de sa complémentarité avec les autres, conscient aussi de la nécessité de rechercher le bien commun et responsable d'apporter son originalité à la construction du nous? Et vers quel nous? Vers un nous composé de je uniformes ou vers un nous composé de personnes différentes, libres, autonomes, mais conscientes de leur dimension sociale
soucieuses de rechercher le bien commun en partant de leurs différences et de leur complémentarité, vers un nous exclusif d'autres nous ou vers un nous ouvert à plus grand que soi? Johan Ben-Isri, dont je viens de parler, commente un texte sur la sociologie des communautés. Qu'il s'agisse d'une nation, d'un mouvement social, d'une communauté religieuse ou culturelle, cela importe peu. Le groupe s'organise généralement autour d'un idéal ou d'un mythe fondateur et se compose de meneurs fondateurs, de donateurs, d'activistes et de membres. Alors, certes, ce n'est pas facile, ce passage du jeu au nous. Les difficultés à créer un nous sont fréquemment liées à des conflits basés sur des intérêts personnels, communautaires ou nationaux, ou encore sur des différences de culture, de religion, d'opinion. Face à cela, Marc nous avait dit lors de la première séance que les fondateurs de l'Europe ont décidé de mettre en commun ce qui était facteur de dissension, créant de ce fait une interdépendance entre les États. Les difficultés sont aussi liées, comme le dit Marc Ougnandi, à une vision de la société basée sur la conception individualiste de la personne, qui occulte le caractère foncièrement social de l'être humain. Lorsque les individus veulent entrer en société, ils doivent passer un contrat social, confère Jean-Jacques Rousseau, qui est la forme appropriée de la relation sociale pour des individus atomisés. Alors cette conception a des conséquences dans les domaines politiques et économiques, et puis le secteur public et les états sociaux s'érodent. On l'a bien vu avec la santé ces derniers temps, enfin depuis 40 ans surtout. Les relations entre les États, les relations interpersonnelles. La période de confinement a engendré une privation de relations sociales qui était vécue comme une souffrance et quelque chose d'anormal. Elle a ainsi fait prendre conscience de la dimension sociale de l'être humain. La société de consommation induit des comportements peu favorables à la construction du nous. Johan Ben-Isri écrit « Ce qui distingue le membre du consommateur, c'est le sentiment d'appartenance et l'attachement au groupe. Le membre est partie prenante du projet. Le consommateur ne s'intéresse qu'aux services disponibles. » Qu'est-ce qui nous aide à ce passage? Ça sera à vous de compléter la liste, hein. Ce sont quelques petits éléments. Le vouloir et le désirer, certes, et ça exige de la détermination. S'unir pour résoudre les difficultés ensemble. Et puis là, j'allais rappeler les éléments signalés par Frédéric Rottier, mais je passerai rapidement puisque ça a déjà été rappelé tout à l'heure. Après ces quelques points rapides sur les enjeux du passage du jeu au nous, je vous invite maintenant à jeter un regard sur l'Europe. Alors, plutôt que de parler de réussite, même si on en a eu récemment, non sans peine, l'extrait d'émission que je vous propose d'écouter maintenant va plutôt évoquer une des difficultés qu'a rencontrée l'Union européenne. L'invité de cette émission était Yves Pasco, responsable du programme Europe de l'Association française Respublica, spécialiste des frontières et des politiques migratoires. Alors, comme c'est un extrait de l'émission, la fin de l'émission, je vous dis quelques mots de ce qui précède. L'Union européenne avait décidé de fermer ses frontières et une dizaine d'États membres avaient fait de même, comme vous le savez. Ce qui a créé des problèmes pour le transit des marchandises et du coup des pénuries. La Commission européenne a proposé des lignes prioritaires aux frontières pour permettre le passage des marchandises, mais ça ne fonctionnait pas toujours bien, en raison du manque de coordination des réactions des États et de l'absence de réponse unitaire. Yves Pasco affirme ensuite « Il faut un phénomène coordonné ». Et c'est bien ça la difficulté.
c'est d'arriver désormais à penser que la coordination doit être faite en surplomb des États, et donc par la Commission européenne. Alors, la question qui est au début de cet extrait que vous allez entendre tout de suite se réfère à la fermeture de l'accès à l'espace Schengen. Et est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'asseoir une certaine souveraineté européenne vis-à-vis du reste du monde? Oui et non. En tout état de cause, c'est une manière de montrer à la face du monde ou aux autres grandes puissances mondiales que l'Union européenne est en capacité de coordonner ses actions parce que, et c'est peut-être là un des points les plus faibles de la construction européenne, et notamment de l'espace Schengen, pour revenir à celui-là, c'est que quand on regarde bien l'espace Schengen, puisque l'Union européenne n'est pas un État, l'Union européenne n'a pas de frontières. Et l'espace Schengen n'a pas de frontières en tant que tel. Les frontières de l'espace Schengen sont les frontières des États européens. À tel point que l'espace Schengen, on définit les frontières extérieures de l'espace Schengen et non pas la frontière extérieure de l'espace Schengen, parce que précisément, les frontières extérieures de l'espace Schengen sont l'addition des frontières nationales. Et à ce titre, cette coordination qui a été impulsée par la Commission européenne en vue de fermer l'accès à l'espace Schengen donne lieu non pas à une décision qui est prise par une institution européenne, mais par une décision qui est prise par les chefs d'État et de gouvernement qui, de manière coordonnée, ont accepté, chacun dans le cadre de leurs compétences, de limiter l'accès à l'espace Schengen. Donc on a là véritablement à la fois un message politique qui est de dire oui, les États membres de l'Union européenne finissent par coordonner leur action et sont unis face à cette situation de la propagation du virus. Et de l'autre côté, quand vous parlez de souveraineté européenne, on n'est pas encore à l'affirmation de cette souveraineté européenne parce que précisément les États ont refusé depuis 30 ans de transférer, mais pas simplement dans le domaine de la liberté de circulation des personnes, mais dans d'autres domaines aussi, des pans entiers de leur souveraineté de manière à ce que les décisions soient prises à un niveau européen qui prennent en considération la totalité de l'espace européen. Alors Yves Poiscaut, précisément, et c'est un peu notre conclusion, comment vous voyez l'avenir de l'espace Schengen par rapport à ces tensions dont vous parliez à l'instant? Est-ce qu'on va plutôt reconstruire Schengen en l'adaptant aux crises à venir ou est-ce la fin de la libre circulation et le retour finalement au repli sur soi? Je pense qu'en fait, essayer d'envisager l'avenir de l'espace Schengen, c'est en réalité poser une véritable question d'ordre politique parce que Schengen, en fait, c'est l'aboutissement du marché intérieur. Le marché intérieur entre les États européens, c'est un marché qui fonctionne sans contrôle aux frontières intérieures. Mais la réalité, c'est que la situation que nous traversons aujourd'hui nous impose en fait de repenser le modèle européen, de repenser quel type d'Union européenne nous souhaitons dans le concert mondialisé, quel doit être le rôle de l'Union européenne dans les affaires du monde. Est-ce que ça doit être un acteur des décisions qui sont prises à l'échelle planétaire ou est-ce que ça doit être simplement un exécutant? Et la réalité de cette crise finalement de Schengen et du marché intérieur, c'est de se poser la question de savoir de quel type de changement politique nous voulons et de transfert de souveraineté nous voulons en termes de politique sociale, en termes d'équilibre territoriaux, en termes de mode de production, de cohésion, de solidarité. En fait, je crois que la crise du Covid-19 nous met face aujourd'hui à un ensemble de choix qu'il faut que nous fassions collectivement, décideurs politiques, société civile et différents acteurs, de savoir quel est le poids que nous souhaitons donner à l'Union européenne dans la conduite de ses affaires et des affaires du monde. Et au bout du compte, la question est relativement simple. Nous avons un modèle européen. Souhaitons-nous le conserver et le sauvegarder collectivement et faire en sorte qu'il soit un modèle qui puisse être utilisé ou applicable au reste du monde? Et ça nécessite l'union des États européens. Si nous n'arrivons pas à réaliser l'union, si nous ne sommes pas d'accord sur les objectifs, alors finalement le modèle européen n'aura vécu et l'Union européenne avec. Je crois que véritablement ce sont des questions de fond, des questions politiques, de savoir quel type de modèle nous voulons nous continuer à avoir, à appliquer et à mettre en œuvre dans un concert mondialisé qui est en train de nous échapper. Merci Yves Poiscaut. Merci à vous.
Voilà. Donc, si ce passage du jeu au nous doit se faire au niveau européen, du moins certains le pensent, il ne se fera pas au niveau européen s'il ne se fait pas au niveau des citoyens. Lors de la première séance, Marc nous rappelait que le traité sur une constitution pour l'Europe signé en 2004 n'avait pas été ratifié par tous les citoyens européens. On ne peut pas faire l'Europe seulement avec des politiciens et avec des experts, il faut aussi le consentement et la participation des citoyens. Les mêmes attitudes sont nécessaires pour ce passage du jeu au nous, que ce soit au niveau des citoyens ou au niveau européen. Donc, je vous propose de passer à l'Europe des citoyens et je vais laisser la parole à Françoise et à Marc. Voilà, je veux bien commencer. Donc, je vais vous apporter mon témoignage comme médecin généraliste, où là, je me retrouve témoin en première ligne du vécu concret des gens. Là, je ne suis plus du tout dans le virtuel, je suis dans ce que les gens vivent concrètement, quoi. Et en fait, je voudrais d'abord vous parler de ce que je vis comme médecin généraliste tous les jours. Vous n'allez pas être étonné que ce que je vois, c'est une succession de patients. Et je me retrouve chaque fois, avec chaque patient, dans ce fameux colloque singulier médecin-patient. Je vois un patient, je l'écoute, j'essaye de résoudre son problème de santé, je vais lui prescrire un examen, un médicament, je lui fais éventuellement le papier administratif qu'il attend de moi et il me paye. Et ça peut s'arrêter là, et je n'ai plus qu'à dire, comme Brel, au suivant. Ce modèle, avec la crise du Covid, il a été un petit peu ébranlé et nous avons été acculés à ne pas en rester là. Nous ne pouvions plus rencontrer les patients. Nous étions devenus nous-mêmes danger pour les patients. Donc ça a été assez brutal et j'ai vu beaucoup de mes collègues assez ébranlés. Et je vais d'abord vous partager comme ça, mentalement, hein, je n'ai pas de photos ou de PowerPoint à vous montrer, mais cette image que j'ai vue défiler dans mon écran d'ordinateur, des mails de médecins généralistes qui disaient leur frustration de ne plus voir le patient, de ne plus pouvoir le rencontrer. L'écouter, oui, puisque on pouvait encore se téléphoner, faire des vidéoconférences en consultation, bon voilà. Mais on ne pouvait pas tester. Voilà un microbe qui arrive et on savait qu'il existait des tests et on ne pouvait pas les utiliser. Nous étions confrontés à la limitation de nos moyens. Et donc, on ne pouvait pas non plus poser de diagnostic clair. On devait supposer, ah oui, vous êtes à risque, non. Donc voilà, là j'ai vu une grande frustration. D'autre part, j'ai aussi vu une grande solidarité entre soignants pour s'organiser avec le peu de moyens qu'on avait et malgré la cacophonie. Et il y a eu des gestes formidables de solidarité pour être vraiment donner des soins comme les patients le méritaient. Malheureusement, vous savez tous que par moments, on a vraiment été aussi dans l'impuissance. Mais alors, une autre image vue à la télévision me reste aussi en mémoire. Et je veux aussi vous la partager. Je ne saurais pas sans doute y mettre la même force que ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Vous savez, parfois, on peut avoir des flashs comme ça. Hein. Et donc, c'était quand on a interviewé, bon, en Belgique, c'était Marius Gilbert, en France, c'était peut-être un autre épidémiologiste. Mais j'ai senti à ce moment-là vraiment une empathie pour la population. Je n'étais plus, moi, médecin face à un soignant, mais je me retrouvais face à un médecin qui avait le souci de prendre soin de toute la population. Voilà, cette image m'a interpellée. Et moi aussi, je vais essayer ce soir d'élargir mon regard avec vous. Donc, comment aussi, moi, élargir mon regard, non pas seulement à chaque patient, mais aussi au nous que nous avons à tous à avoir comme souci.
Premier témoignage que je peux donner, vous savez évidemment que la crise du Covid ne nous a pas touchés tous de la même façon. Hein, on l'a dit et redit, vivre le confinement avec un jardin ou dans un appartement de 80 mètres carrés avec des enfants était complètement différent. Selon les moyens dont on disposait, ce fut une expérience enrichissante, même épanouissante, ou pour d'autres, une vraie épreuve de force. Dans mon quotidien, je palpe chaque jour combien la situation de beaucoup de patients devient précaire. À Charleroi, nous avons vécu il y a quelques années la fermeture de Caterpillar, grosse entreprise. À présent, beaucoup de mes patients ont un emploi à l'aéroport de Charleroi. Quel avenir pour ces travailleurs? Par choix, Marco et moi voyageons le moins possible par avion. Mais ce choix va à l'encontre de l'intérêt d'emploi de mes patients. Je me vois mal leur expliquer mon choix écologique. Et quand j'ai voulu mettre en quarantaine un patient testé Covid négatif, alors que tous ses enfants étaient testés positifs, il m'a très gentiment envoyé sur les roses avec mes recommandations de quarantaine par prudence. J'avais beau lui dire qu'il y avait des tests qui pouvaient être faussement négatifs. Finalement, on est tombé d'accord, il est parti travailler simplement avec son masque. Et on a raisonné ensemble. On n'est pas resté sur des interdits. Mais par contre, on a raisonné, ben oui, pourquoi est-ce que nous mettons un masque? C'est parce que nous sommes tous susceptibles, finalement, d'être infectés. Alors, un autre point aussi qui me laisse perplexe et que j'ai un enjeu là très important, c'est la gestion de la crise par le numérique. D'abord, comme soignant, toute l'information que je recevais, elle passait essentiellement par des canaux informatiques. Tous les médecins s'en sont plaints, on était noyés par les mails. Je devais aller sur différents sites, le site Scienceano, enfin bon, et puis il y avait des redites, donc vraiment on était noyés. En plus, je devais aller chercher moi-même l'information. Par contre, je n'avais pas d'intervenant humain avec qui discuter. Mais j'avais bien sûr des possibilités de déposer mes questions sur des sites ou d'éventuellement d'appeler des call centers. Pour moi, j'étais fatiguée de tout ça et je n'ai rien fait de ça. Mais en fait, c'est un vécu que je connais. Dans les hôpitaux, actuellement, c'est la même chose. Pour joindre un spécialiste, si je passe un quart d'heure à joindre un spécialiste, je suis heureuse, merveilleux. Au bout d'un quart d'heure, j'ai pu le joindre. Mais conséquence de tout ça, j'appelle de moins en moins les spécialistes. Je suis confrontée à la même chose pour les logiciels médicaux qui me prennent de plus en plus de temps. Et j'ai de moins en moins de temps pour finalement vraiment écouter le patient, avoir une approche globale pour exercer un vrai prendre soin. Les courriers des médicaux, d'ailleurs, dans mes logiciels, deviennent de plus en plus illisibles. Il n'y a plus de mise en page qui en fait, normalement, devrait nous aider à lire rapidement le courrier, terminé. Les erreurs et les contradictions, il y en a pas mal. Une dernière de cette semaine, un patient envoyé aux urgences pour une barre de fer qu'il s'est enfoncé lui-même dans le pied, le pauvre. La radio, finalement, me dit qu'il n'y a pas de fracture. Mais d'autre part, j'ai un courrier reçu des urgences qui me dit qu'il est soigné pour une fracture. Qui croire? Heureusement que les patients ont beaucoup d'humour. Et donc, je lis aussi que la crise du Covid va acculer plusieurs médecins à quitter plus tôt que prévu la profession. Je risque d'en être. Mais je crois aussi que cette crise nous donne l'occasion de dénoncer combien les soins peuvent être déshumanisés s'ils sont gérés non plus dans l'intérêt du patient et du soignant, mais dans l'intérêt de ceux qui délient les cordons de la bourse et de ceux qui détiennent le pouvoir de nous gérer. À un moment donné, on nous a dit « l'informatique va vous apporter beaucoup d'améliorations ».
nous y avons cru. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps de changer son fusil d'épaule et d'y réfléchir. Et de comprendre aussi que face aux médias informatiques, nous ne sommes pas tous égaux. Pour moi, l'enjeu, c'est ne pas me résigner à ce qu'il y ait des laissés pour compte dans nos sociétés et ne pas oublier celui que le discours de la norme met de côté. À toi, Marc. Merci, Françoise. Moi aussi, je vais vous narrer, brièvement, rassurez-vous, l'expérience que j'ai dû faire pendant le Covid et qui nous ramène aussi à notre interpellation. Souvenez-vous, il y a 8 jours, j'ai été très étonné d'entendre dans la bouche de Marco un terme que je n'avais jamais entendu, le terme de terreux. Et ça m'a poursuivi pendant la préparation de mon intervention. Et puis je me suis dit finalement, la meilleure définition que je pourrais donner de moi-même lorsque je m'engage, c'est de dire que je suis un cultureux. Voilà, je me passionne depuis 20 ans pour le domaine de la culture. J'ai eu la chance de pouvoir m'y introduire grâce à mon travail que je n'exerce plus maintenant, mais avec lequel j'ai regardé beaucoup de liens. Et ainsi, j'ai pu m'insérer dans le milieu assez fermé, finalement, en tout cas en Belgique, des créateurs et des artistes. Un vrai régal que je ne tenais pas vraiment trop à partager. Je me suis fait beaucoup d'amis et d'amis dans ce secteur et j'ai aussi découvert tous les métiers qui gravitaient autour. Tous ces petites mains, comme on les appelle de manière parfois méprisante, qui aident les artistes à se réaliser. Je mesurais ma chance. Je l'ai surtout mesurée à la taille de mon agenda qui, en une semaine de mars, s'est dissous comme de la neige au soleil, autant que comme spectateur professionnel, que comme bénévole dans les ASBL qui soutiennent la culture dans lesquelles je m'étais reconverti après ma retraite professionnelle. Vous savez, à 65 ans, on est très vieux pour le Covid et donc on est dangereux pour soi-même et pour les autres. Donc, j'ai été prié de rester chez moi. C'est qui a été une forme de sidération, parce que je sortais tous les jours, je rencontrais des gens, je faisais plein de choses. Donc, j'ai dû réfléchir sur ma propre condition. C'était un exercice qui n'était pas très drôle. Et surtout, lorsque j'ai interviewé Frédéric Rottier, puisque c'était quand même une des choses que j'ai pu faire, c'était de découvrir ce que c'était la culture commune. Elle peut connaître 3 stades. C'est d'abord la connaissance, ce qu'on appelle l'éducation. Puis il y a l'émotion, c'est ce qu'on découvre lorsqu'on étudie des œuvres ou qu'on écoute ou qu'on regarde, mais qu'on dépasse le stade de voir. Et alors, il y a aussi le rassemblement, c'est-à-dire le partage de l'émotion. Quand on se situe aux 2 premiers stades, on reste essentiellement au niveau du jeu. Et c'est-à-dire, on apprend, on jouit de sa connaissance et de ses découvertes, on ressent des émotions et on espère que de plus en plus, ça va se poursuivre et jamais s'arrêter. Et je dois être honnête pour dire que c'était un peu à ce stade-là que j'étais arrivé. Parce que même si je faisais partie de cercles, ils étaient fermés. En quelque sorte, c'était des bulles choisies. Des bulles dans lesquelles, en fait, on se coopte. On vous admet si vous correspondez à un certain profil, et un profil aussi bien intellectuel que moral. Et donc, en fait, j'ai découvert que j'avais une bulle, qu'elle était même bien cerclée, même si je n'étais pas confiné. Et donc, j'ai découvert que ma bulle avait éclaté. Je me suis retrouvé face à moi-même
et à mon écran d'ordinateur, parce que la culture, finalement, je ne pouvais plus la vivre que de manière virtuelle. Je devais toujours regarder l'écran pour découvrir des réalisations. Et j'ai aussi suivi avec tristesse, quand même, je dois le dire, le sort qu'on a réservé en Belgique aux travailleurs du spectacle ou du musée ou de la réalisation. Parce que ce que je savais, mais qu'on cachait, c'est révélé au grand jour. Les gens qui participent à ce secteur sont en général mal payés, mal considérés et bénéficient d'un statut, puisqu'on pompeusement lui a donné ce titre, qui est en fait un régime très riche de chômage. Ainsi, les 230 000 personnes qui, en communauté française, créent 8% de la richesse nationale, reçoivent 1,5% de ces fruits en termes de rémunération. Évidemment, il y a aussi les artistes qui sont très bien payés. Et ça existe, mais ils sont aussi rares que les quelques milliardaires qui peuplent notre terre. Le Covid a mis à nu toutes ces expériences et ces messages de détresse adressés par les artistes et les créateurs. Ils ont été reliés par les médias, mais ils ont eu peu d'impact parce qu'en fait, comme les personnes étaient confinées, ils ne voyaient pas beaucoup l'intérêt que ça pouvait leur apporter dans leur confinement. Par ailleurs, comme bénévole, je ne pouvais plus participer aux associations qui les soutenaient parce que la plupart ont été mises en sommeil puisque leurs membres, qui sont souvent âgés, étaient soumis au même confinement que moi. Alors, je me suis dit, après le déconfinement, encore que celui-là est très relatif, qu'est-ce que va devenir la culture? Est-ce qu'il y aura vraiment une culture commune? Et ce que je dois bien constater dès maintenant, c'est que les bulles se recréent aussi vite qu'elles ont éclaté avant. Et pourquoi? Parce que le Covid est toujours présent. Et donc, les bulles se sont recréées naturellement parce que les personnes ont peur des autres. Et donc, elles ne veulent rencontrer que celles qu'elles croient partager la même réalité virale qu'eux. Donc, il leur faut des certitudes. La culture et les préjugés des bulles sont donc en fait quelque part consolidés, y compris par le système, puisque désormais, pour n'importe quel type de rassemblement culturel, ou cultuel d'ailleurs, on doit souvent s'inscrire, réserver, prendre date, c'est-à-dire utiliser un média virtuel, le connaître, avoir accès à ce média, y être accepté. On vous demande votre pédigré généralement. Vous devez dépayer à l'avance avec un moyen technique. De quoi tuer toute forme de spontanéité. D'abord, quand on passe parfois devant un musée, quand on faisait du tourisme, on pouvait entrer parce qu'on se disait, tiens, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est tout à fait impossible. C'est la même chose pour toutes les formes de médias culturels. Même entrer dans une librairie ou dans une bibliothèque est extrêmement compliqué. Et encore, dans une bibliothèque, vous pouvez le faire uniquement si vous avez prévenu et en suivant un circuit. Plus question de s'attarder, de chercher. Donc, vous devez savoir à l'avance ce que vous voulez venir chercher. Et donc, la culture du nous dans ce domaine restera probablement pour un certain temps confinée. Et donc, les nous qui existaient avant risquent probablement de se reproduire. Et il sera donc assez difficile de créer des nous plus larges. Vous allez dire, je ne suis pas très enthousiaste. Ce n'est pas une question d'enthousiasme ou d'optimisme. Je suis pessimiste de raison, mais optimiste de volonté. Et donc, j'espère que ce ne sera pas comme ça que cela va se développer. Mais c'est à nous de ne pas nous inscrire nécessairement tout le temps dans le virtuel,
de ne pas se laisser entraîner dans cette boucle. Comme Françoise l'a dit dans son domaine, c'est un peu le piège dans lequel on pourrait tomber. Et c'est vrai que si on a la possibilité de le faire, l'offre est tellement gigantesque qu'on peut y passer 24 heures par jour. La France étant particulièrement développée dans ce domaine, je suis très admiratif de tout ce que le ministère de la Culture française fait et tout ce que le ministère de la Culture en Belgique francophone ne fait pas. Mais, encore une fois, c'est pour les personnes qui ont la chance et la possibilité d'y participer. Quand je calcule certains jours de confinement, le temps que j'ai passé sur les réseaux ou sur le web, je suis assez effaré. C'était quand même pas cette manière-là de vivre que je vivais auparavant. Et j'ai peur que finalement, toute renaissance culturelle, parce que nous sommes incapables d'apprendre à vivre avec le Covid, parce que ce sera une réalité qui va nous accompagner pendant longtemps, mais qui ne concerne que pas beaucoup de personnes, ne soit pas mieux intégrée dans les démarches de protocole sanitaire. J'en voudrais pour preuve la limitation du nombre de 100 personnes qui peuvent se rassembler dans un lieu clos. Cette règle, dont je ne connais pas l'origine, est assez idiote, dans la mesure où elle s'applique à n'importe quel lieu, qu'il ait 200 places ou 2000 places, c'est toujours 100 personnes. J'ai eu la chance, par exemple, d'être invité au concert de la fête nationale pour des relations. Nous étions 200, à l'époque c'était encore 200, dans une salle qui comprend 2200 places. Donc c'était assez grotesque, parce que nous devions quand même porter un masque et respecter les mesures immédiates de distanciation sociale. Imaginez-vous que ce soit applicable au théâtre et au cinéma, eh bien ça veut dire que tous ces lieux sont désertés. Et je terminerai par un exemple simple. Le 2 juillet, j'apprends par une amie que la communauté française met à la disposition des personnes qui le souhaitent à Bruxelles et dans les 5 principales villes wallonnes, pendant 10 semaines, 3500 places de cinéma à 1 €. Donc, dans un réseau de cinéma qui est assez développé. Après des recherches fiévreuses sur le site de la culture, je finis par trouver dans un 5e onglet le site par lequel on pouvait obtenir ces places. Dans ma naïveté, je croyais qu'il suffirait de se présenter dans le cinéma après avoir dit qu'on viendrait. Pas du tout. Il faut d'abord s'inscrire sur le site, dire quel type de cinéma on veut fréquenter. Chaque semaine, il faut s'inscrire pour obtenir la place et il faut payer l'euro unique par virement bancaire. C'est-à-dire que quand on calcule les frais que ça représente, je ne sais pas ce que ça va coûter à la communauté française en termes réels, puisque les cinémas peuvent évidemment leur ristourner le prix plein de la place, mais si vous ajoutez tous les frais virtuels et bancaires, ben ça doit faire des sommes colossales. Et malgré tout le développement de cela, c'est utiliser en moyenne de 8 à 12% de places par semaine pour les 3500 places qui sont mises à disposition. Ben voilà, nous sommes dans le cercle de la bulle fermée. Vous pouvez, ici on donne l'accès, mais en fait, on ne le permet pas de manière claire. Et on ne le permet pas en tout cas de manière démocratique. Et c'est là probablement qu'il faudra porter le fer et se mobiliser pour que ça ne continue pas comme cela par la suite. Parce que je veux bien que la culture ne doit pas être quelque chose de rassemblement où on se presse, où on est agressé. J'ai toujours en souvenance le fait d'avoir dû faire file 4 heures pour avoir réservé, et alors que j'avais réservé ma place, pour aller voir l'exposition Toutankhamon, qui se déroulait de midi à minuit sur réservation et qui a même drainé 1 million de gens. C'était le type même de l'exemple où on ne
on ne regarde pas ou on ne partage pas une émotion, mais où on se dit toujours, pourvu que je puisse voir les 128 pièces et que je puisse les photographier et de préférence en selfie avec la pièce derrière moi. Et ce qui était malheureusement la règle pour la plupart des gens qui étaient devant ou derrière moi. Ben, j'espère qu'on ne reviendra pas à ça non plus. Voilà. Donc, le cultureux que je suis, ben, il est toujours cultureux. Il espère toujours pouvoir s'engager, mais il ne sait pas très bien comment ça va se passer demain parce que le Covid, ben, il sera toujours là. Je ne suis même pas sûr que quand il y aura un vaccin, ce soit tout à fait efficace. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je ne continuerai pas à y participer. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je repasse la parole à Françoise pour la présentation du troisième témoignage. Voilà. Donc, nous avons donc été empêchés de nous rassembler. Et donc, comme chrétiens, nous avons été assez ébranlés puisque nous n'avons pas pu nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie. Nous étions privés de nos assemblées dominicales, du lieu où chaque dimanche, le chrétien est invité à venir faire corps autour du mystère pascal. Et des questions ont surgi. Le Christ est-il moins présent parmi nous? Serions-nous moins chrétiens? Comment rendre visible notre foi chrétienne? Et d'autres questions. C'est dans ce contexte de questionnement que nous avons pris connaissance de la décision de la communauté monastique d'Urtebise de dorénavant célébrer l'Eucharistie uniquement le dimanche. Décision qui était prise pour bien au-delà de la crise du Covid. Devinant que cette démarche n'était pas improvisée et risquait aussi de nous aider à mieux comprendre la dimension communautaire de notre foi, nous avons interrogé Sœur Marie-Raphaëlle sur le sens de cette démarche. Nous vous proposons maintenant de l'écouter. Il y aura 2 temps dans l'interview. L'interview est plus grand et plus large, mais vous pourrez retrouver l'entièreté de l'interview sur le site. Donc ici, nous avons sélectionné. D'abord, le premier temps, c'est le processus de leur questionnement et de réaliser qu'elles ont vu le moment favorable pour franchir une étape qui se préparait depuis longtemps, à l'écoute des signes des temps, et ainsi creuser le sens profond de ce qu'elles vivent. Ensuite, nous pourrons l'écouter sur leur vécu de l'Eucharistie. L'Eucharistie comme lieu essentiel où nous pouvons répondre à l'invitation du Christ à faire corps. Je vais poser donc la première question. Je voulais savoir, parce que j'avais vu le message aussi sur votre site Facebook. Oui. Voilà. Vous annonciez que, alors, cette démarche, je voulais savoir si c'était à cause de la crise sanitaire, par manque de prêtres ou par féminisme. Tout à fait différent. C'était vraiment question de principe ou d'opportunité. C'est en tout cas quelque chose qui n'est pas comme un coup de tête qui est venu tout à coup et qu'on aurait décidé sans beaucoup de réflexion. Alors, il faut que peut-être je raconte un tout petit peu le contexte pour expliquer comment on en est arrivé à cette décision. Parce que je crois que la crise du Covid avec le confinement nous a permis finalement d'accélérer un processus de décision qui était en route depuis très longtemps. Le contexte, nous vivons dans une église où il y a une habitude qui est enracinée depuis des siècles, selon laquelle ça semble évident que quand on est dans la vie consacrée, quand on est prêtre ou religieux, on va à la messe tous les jours. Et nous autres, quand on est entrés au monastère, c'était l'évidence et on se dit, on prend ça avec le paquet. Mais on n'est pas entré pour avoir la messe tous les jours. On est entré au monastère pour la vie monastique. Bon. Alors, c'est vrai que cette messe quotidienne,
au début, on ne se posait pas la question, ça faisait partie du paquet. Donc en 2012 déjà, on a fait une réflexion communautaire importante, au terme de laquelle on est arrivé à la conclusion que si on n'avait pas de prêtre pour dire la messe quotidienne, c'était pas grave, on ferait une liturgie de la parole équivalente avec possibilité de communier, mais sans prière eucharistique évidemment. Alors le hasard a voulu qu'en 2012 également, le monastère d'Ermeton a organisé une petite session sur le thème de l'Eucharistie quotidienne dans les communautés religieuses et monastiques. Donc c'est une question qui se posait déjà dans beaucoup de communautés. Et à l'époque aussi, un ami liturgiste, Paul de Clercq, qui est un prêtre très ferré en liturgie, il nous avait dit, mais vous savez, vous cherchez un prêtre pour dire la messe tous les jours, mais les premiers chrétiens, ils célébraient la messe tous les dimanches. Hein. Et puis, il nous avait laissé ça comme remarque en disant, moi, je ne pourrais pas vous aider parce que j'ai ma paroisse, mais je vous signale que. Et à l'époque, on n'a pas perçu que c'était peut-être un message pour nous. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, sans vraiment le chercher, mais c'est revenu dans nos pensées et après, on a été comme confirmé par un certain nombre d'articles qu'on a lus et notamment les actes de cette session qui avait eu lieu à Ermeton, où un autre liturgiste, le père Louis-Marie Chauvet, écrit un article très bien fait sur l'importance du dimanche et sur le fait que dans les communautés monastiques, l'Eucharistie n'est pas du tout aussi essentielle d'un point de vue... ça ne fait pas partie de la vie monastique autant que la liturgie des heures. Alors, il y a une autre distinction qu'on a découverte en y réfléchissant ensemble maintenant, c'est cette distinction justement entre célébration eucharistique et liturgie des heures. Tu vois ? Et la liturgie des heures, c'est 5 fois par jour, nos offices, à partir de psaumes, de la parole de Dieu, des temps de silence, des temps de prière spontanés tous ensemble. Ça structure le temps et ça sanctifie le temps. La liturgie des heures a pour fonction de sanctifier le déroulement de la journée. Alors que la célébration eucharistique, elle a pour fonction de célébrer le mystère pascal. Mais tu célèbres le mystère pascal, tu n'as pas besoin de le célébrer tous les jours. Si tu le célèbres le dimanche, en fait, il est bien dans sa place du dimanche. Enfin, je me rends compte que je suis en train de faire une conférence pour répondre à ta question. Et donc, mais pour dire, ce n'est ni par féminisme, ni par opportunité, ni quelle était la troisième chose, pour une question pratique, même si toutes ces choses-là entrent en jeu, évidemment. Mais j'ai dit clairement à mes sœurs, si c'est une question pratique, je suis prête à continuer à me décarcasser pour trouver un prêtre le maximum tous les jours. Et là, mes sœurs m'ont toutes dit, non, ne fais pas ça, on ne retourne pas en arrière. Parce qu'en fait, ce qu'on a vécu pendant le confinement, l'absence d'Eucharistie pendant 3 mois, comme tous les laïcs, on n'a pas fait venir de prêtre, on n'a pas voulu de privilèges, on a vécu ça comme tout le monde, la Semaine Sainte aussi. On a découvert à quel point la liturgie des heures nous nourrissait vraiment et à quel point, en fait, c'est peut-être un peu blasphématoire de dire ça comme ça, mais l'Eucharistie ne nous manquait pas parce que le Seigneur ne nous lâchait pas. Il n'est pas enfermé dans une hostie consacrée, il n'est pas enfermé dans un rituel. Et ça, on a très fort compris pendant le temps du confinement. Tout le monde était dans la même situation, quoi. Et donc voilà, vers la fin du confinement, quand on a vu que les messes seraient devenues de nouveau possibles, on a refait quelques réunions communautaires pour évaluer notre vécu ensemble. Et on ne s'y attendait pas, mais au bout de 2 réunions déjà, la décision était claire. Il faut faire un choix qui ne soit pas un demi-choix. Nous voulons revaloriser la liturgie des heures et en même temps revaloriser le dimanche et en même temps revaloriser l'Eucharistie. Et donc, c'est un peu comme ça que notre décision a pris forme. Et on s'est dit, uniquement le dimanche, et évidemment aussi les jours de solennité et les jours de fête du Seigneur, comme par exemple
le 6 août, la transfiguration, là on aura quand même une Eucharistie. Mais sinon, pas d'exception, même s'il y a un prêtre dans la maison. Ça, c'est un peu fort pour certains. Ouais. Mais voilà, je sais que certaines personnes sont un peu choquées par notre choix, mais beaucoup de prêtres nous soutiennent. Beaucoup d'amis nous soutiennent. Et après coup, en faisant des recherches un petit peu dans des livres et des articles sur l'Eucharistie, on a trouvé beaucoup d'arguments qui allaient dans le sens de cela. Voilà. Si je réponds à ta question. Je dirais pour toi, Oui. on dit que l'Eucharistie, c'est dans les textes de l'Église, est la source Oui, et le sommet de la vie chrétienne. Oui. Peux-tu un petit peu nous expliquer comment vous avez approfondi, j'imagine, cette dimension de l'Eucharistie Oui. ces dernières semaines? Oui. Évidemment, pour prendre une décision pareille, il a fallu s'interroger sur c'est quoi l'Eucharistie pour moi. Exactement, oui. Le sens de l'Eucharistie n'est pas une nourriture personnelle. Et tu as bien fait valoir l'idée de assembler, de communion, d'église. L'Eucharistie fait l'Église. L'Eucharistie ne doit pas devenir, et ça c'est un danger aujourd'hui, une sorte de petite dévotion personnelle où je vais à ma messe, j'ai ma messe, je suis tranquille pour la journée, je suis un bon pratiquant, et je dis cela sans aucun jugement vis-à-vis des personnes qui pensent comme ça, mais parce que nous, en tant que moniales, nous avons 5 fois par jour la prière commune qui nous nourrit. En plus de ça, nous avons des temps d'oraison, nous avons des temps de lectio divina. Notre nourriture de foi, c'est un trésor omniprésent, je dirais, qu'on rumine et qu'on remâche même la nuit, tellement on est habité par la parole. Alors qu'en fait, l'Eucharistie, alors c'est quoi? C'est un autre genre de nourriture, je dirais, c'est aussi une nourriture, puisque c'est du pain, c'est un symbole très fort. Et je crois qu'il faut retourner vraiment à l'origine pour comprendre ce que Jésus a voulu dire à travers ce geste super symbolique, révolutionnaire, comme tu mets quelque part dans tes pages. C'est révolutionnaire. Il s'est je veux dire, ancré, hanté, enraciné sur une tradition juive, sa tradition à lui, la fête de la Pâque, le repas pascal, le Seder, au cours duquel chaque année les Juifs remémoraient la sortie d'Égypte et la libération, et donc leur relation tout à fait particulière avec un Dieu libérateur. Et Jésus a vécu ce repas avec ses disciples, et à un moment donné, en prenant le pain et en le rompant, ce qui était un geste du Seder, il a ajouté des paroles absolument révolutionnaires et prophétiques en disant « Ceci est mon corps ». Et puis, ça aurait pu en rester là, mais le lendemain, il est mort sur la croix, et le surlendemain, il est ressuscité, et au soir, avec les disciples d'Emmaüs, il a repris le pain, il a refait le même geste. Et alors, tout s'est ouvert, tout s'est déclenché, le sens est apparu. Moi, j'aime dire aussi quelque chose qui est un petit peu révolutionnaire, parce que l'Église prétend que le Christ a institué l'Eucharistie le soir du jeudi saint. Je crois que c'est théologiquement juste, mais historiquement pas juste. Ce n'est pas le soir du jeudi saint, mais le soir du dimanche de la résurrection. Qu'il a institué le rite. Le jeudi, il a fait quelque chose qui était proprement prophétique, qui anticipait le don de lui-même dans la passion, hein, et la réponse du Père dans la résurrection. Mais c'est devenu un rite, c'est devenu un sacrement, on va dire, pour utiliser le langage de l'Église, c'est devenu un sacrement le dimanche soir avec les pèlerins d'Emmaüs. Et puis, si tu lis bien le Nouveau Testament, tu verras que c'était les dimanches que les chrétiens se réunissaient pour célébrer. Alors, ils ne se réunissaient pas pour célébrer la fraction du pain, ils faisaient la fraction du pain parce qu'ils se réunissaient. Ça aussi, tu vois l'idée, qu'est-ce qui est premier? C'est le dimanche et pas l'Eucharistie. Les premiers chrétiens se réunissaient le jour de la résurrection parce que c'était pour eux la façon
de vivre leur identité chrétienne, de se réunir. Et puis à cette occasion-là, ils faisaient le rite de la fraction du pain, qui est devenu peu à peu le sacrement de l'Eucharistie, et qui s'est figé dans des prières bien précises, etc. Ça s'est fait sur une vingtaine d'années, et entre les années de la mort de Jésus et la première lettre aux Corinthiens, tu as une vingtaine d'années. Et dans la première lettre aux Corinthiens, tu as le résultat, dans le récit de Paul, de ce que c'était déjà devenu. Il faut se dire que nous avons accès à des textes qui reflètent une tradition liturgique préexistante à l'écriture des textes et qui nous disent, tiens, là, mais on ne doit pas s'accrocher à ces textes de façon fondamentaliste en disant Jésus a dit ça. Non, peut-être pas. Il n'a peut-être pas dit lui-même, faites ceci en mémoire de moi. C'est peut-être un ajout liturgique pour justifier le fait qu'on le célébrait, etc. Mais donc, tu vois comment on a redécouvert à la fois le sens de l'Eucharistie mémorial de l'ensemble du mystère pascal. Donc, pas seulement de la Passion. Et ça, c'est important de le dire aujourd'hui, parce que dans certains milieux, on dit que l'Eucharistie, c'est le mémorial de la Passion du Christ sur la croix. Mais il ne faut pas oublier la résurrection et la parousie. Il ne faut pas les oublier. Vatican II a bien remis les choses en place. Bon. Donc, c'est l'ensemble du mystère pascal qui se résume dans un rite, un rite symbolique très fort, mais qui n'a sa force que dans la mesure où c'est une assemblée tout entière qui perçoit que, à travers ce symbole, c'est l'assemblée qui est le corps du Christ. Ça, c'est la théologie de saint Paul. C'est vous le corps du Christ. Ce n'est pas ce petit morceau de pain consacré. Tu vois, tout ce qu'on découvre quand on commence à chercher un peu ce que c'est que l'Eucharistie. Et alors, nous aussi, depuis qu'on recommence à célébrer le dimanche, on a décidé que notre assemblée du dimanche, même si elle est un peu éclectique, parce qu'il y a toujours des gens un peu différents, il y a un noyau qui revient toujours, mais il y a aussi des gens de partout. Il faut que ces gens sentent qu'ils font corps ensemble et que c'est le corps du Christ que nous formons ensemble en consacrant le pain et en le mangeant. Mais, voilà. Et donc, on a institué depuis lors un nouveau petit rite au début de nos Eucharisties dominicales qui est de dire aux gens, puisqu'on ne peut pas s'embrasser, regardez-vous bien, hein, et si vous voulez, venez au micro pour dire ce que vous avez envie de dire, du genre je vous confie une intention de prière pour la semaine, ou bien j'ai vécu ceci, cela et j'ai envie de vous le partager. Et comme ça, il y a toujours 2-3 personnes qui viennent au micro. Et d'une semaine à l'autre, l'assemblée se noue et constitue vraiment un corps. Et c'est ça qui est beau. Mais bon, nous-mêmes, on n'a plus l'Eucharistie en semaine. Et donc aussi, ça veut dire que notre rythme sacramentel est un petit peu plus cool. Hein, ce n'est pas tous les jours. Ce qui n'est pas plus mal, je trouve, parce que sinon, on avait tendance à banaliser l'Eucharistie. Et maintenant qu'on ne l'a plus qu'une fois par semaine, ça devient le sommet de la semaine. Et la source. Donc la source, parce que c'est la source de la semaine qui suit, et c'est le sommet aussi de notre vie de chrétien. On tend vers cela à travers le désir du dimanche. Je pense qu'on rejoint un petit peu ce que vivaient les premiers chrétiens en vivant ces choses-là comme ça. On a vécu un échange, une série de témoignages qui nous ont tous touchés. Donc, nous allons maintenant avoir un temps de partage en groupe. Il y a 5 groupes qui vont se former et il y aura chaque fois une personne qui va être animatrice. Ce sera Françoise, Anne, Lisbois, Isabelle de Sazilly, Juanie et Denise. Et donc, je demande à Marco d'envoyer les gens en groupe. Marco, tu veux bien? Et donc, on va peut-être un tout petit peu déborder cette 1h30 pour avoir le temps d'échanger. Mais ce sont des groupes de 4 ou 5 écrans et maximum 5 personnes, parce qu'il y a un certain nombre d'écrans où vous êtes 2 derrière. Hein. Voilà. Est-ce que tout le monde est là? Donc, c'est Marc qui a dû nous quitter, a enregistré la présentation, le pourquoi d'une image que le groupe a choisie pour accompagner la prière finale.
Rebonsoir, j'espère que votre petit sous-groupe où vous aurez passé quelques minutes vous aura été intéressant ou fructifiant. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre rencontre de cette soirée. Vous entendrez une lecture de Saint Paul. Et pour illustrer cette lecture, vous allez voir une image, une photo en fait, d'une représentation classique de ce que c'était le corps du Christ. Vous allez voir une photo avec une coupe et une patène qui sont censés représenter, avec les personnages qui sont incrustés dessus, l'ensemble du corps du Christ. Et même pour que vous en soyez convaincus, ce sera écrit en dessous. Cette image m'a marqué parce qu'on l'a mise dans l'église Saint-Michel, ici l'église des Jésuites, à partir du confinement et lorsque les Eucharistions ont été interdites. Donc l'église est restée ouverte et c'était cette photo qui était sur l'autel. Actuellement, elle est à côté de l'autel qui accueillait les visiteurs qui venaient prier. Et ça m'a, moi personnellement, assez bien aidé à me rappeler qu'avant l'Eucharistie, il y avait le rassemblement et que le rassemblement, ça pouvait se faire n'importe où. Ça pouvait être les gens rassemblés sur la place Saint-Pierre, dans la paroisse, dans des petites communautés domestiques, peu importe, partout où nous croyons, où nous voulons la présence de Dieu, du Christ, nous faisons corps du Christ. Et c'est un peu dans cet esprit que vous allez entendre maintenant la lecture de Saint Paul. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. De la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables.
et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Bonsoir à tous. Donc, merci à Denise pour cette belle lecture de son texte et merci à Marc, Isabelle et Françoise qui ont préparé cette soirée. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine, le 21, où là vraiment nous comptons sur vos participations à tous. Nous allons vous écrire, mais il y a eu un problème, donc que les messages ne sont pas arrivés, donc on va essayer d'améliorer ça, pour voilà, que cette soirée puisse être préparée à partir de la participation de tous et que chacun puisse partager voilà, ce qu'il récolte à partir de l'une des 5 questions que vous retrouverez de toute façon si vous allez voir la session sur YouTube au début du PowerPoint, de la réflexion, vous le trouverez dans le PowerPoint. Voilà, merci à tous et très bonne soirée.